Vous avez toujours rêvé de travailler dans le diamant. Vous voulez savoir quelle est la réalité d'un joaillier? Eh bien, nous avons le plaisir de vous présenter Rudy Tayeb qui va nous raconter son alias story. Alors, au départ, il n'était pas du tout prévu qu'il soit joaillier, mais la magie d'Israël a encore une fois opéré. Et c'est avec plaisir qu'on accueille Rudy Tayeb pour parler un peu de son parcours. Bonjour Rudy. Bonjour. Comment ça va? Baruch Hashem, tout va bien. Alors, tu es en Israël depuis 12 ans. Exact. Et tu n'étais pas tout à fait sioniste au départ, c'était pas en tout cas ton avenir en Israël, c'était pas forcément imaginable, c'était plutôt pour les vacances Israël, on va dire. Exactement. Avec le temps, ça a fait que venir en Israël, les choses sont devenues obligatoires ici. Les choses ont changé. Alors, tu as pourtant étudié dans une école juive en France, à Yavne, parcours classique, mais tu te destinais plutôt à une grande école à Paris plutôt qu'à devenir bijoutier en Israël. Enfin, joaillier, pardon. Exactement. Après mon bac à l'école Yavne, j'ai commencé à faire une école de prépa HEC. J'ai fait une première année là-bas. Jusqu'à ce que, j'ai dû faire face à un petit problème. Je vais pas appeler ça de l'antisémitisme, mais bon, il y a un problème où il fallait absolument, on m'avait obligé à venir en cours pendant les jours du Shabbat et pendant les fêtes, ce qui était impossible pour moi, donc j'ai dû prendre une décision. Avec beaucoup d'insistance, hein. Oui, surtout que la directrice était de confession juive, et donc elle comprenait un petit peu mon problème, mais vu que les plaintes des élèves était insistante. Ah, c'est ça, c'est-à-dire que les autres élèves trouvaient que c'était injuste que toi, on t'autorisait à ne pas venir un jour par semaine. Mm-hmm. Exactement. Et ils supportaient pas que je ne vienne pas le samedi, que je ne vienne pas les jours de fête. Donc, ça a fait un petit peu une problématique à l'intérieur de l'école. Donc toi, tu as décidé de jeter l'éponge et de partir. Exactement. J'ai dit, écoutez, ne me retenez pas, tout va bien, je vais trouver ma voie ailleurs. Donc, j'ai commencé à parler un petit peu de New York. Je voulais partir à la Yeshiva University à New York, mais ma mère a eu un refus catégorique. Elle m'a dit c'est hors de question que tu vas pas aussi loin, je vais avoir beaucoup de mal à te voir là-bas. Donc elle t'a dit si tu veux partir c'est Israël ou rien. Exactement. Alors que de base c'était pas du tout prévu, je pensais même pas du tout à venir en Israël, mais quand elle m'a dit pour Israël c'est bon, donc je dis ok, je pars en Israël. Exactement. Voilà, donc tu arrives en Israël, évidemment, tu te dis il faut quand même que j'étudie. Je parlais pas du tout l'hébreu. Je connaissais quelques mots que j'avais appris à l'école pour me débrouiller, mais en tout cas parler c'était pas du tout ma force. Je me suis inscrit à l'agence juive de Paris pour faire une année de Mechina à l'université de Bar-Ilan, parce que c'était la meilleure université pour apprendre l'économie et également c'était une université religieuse. Donc, c'était important pour toi? Oui, bien sûr. Je suis religieux. Pas très, très religieux, mais je suis religieux. Et donc, c'était très important pour moi d'aller dans cette université-là. J'ai fait une année de Mechina. Puis, j'ai passé mes psychométriques. J'ai été reçu en économie, ce qu'on appelle Calcala. Ouais. Et j'ai passé mon diplôme. J'ai eu mon diplôme après 2 ans d'études. 2 ans seulement? Le billet, c'est 3 ans, non? Me semble-t-il. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 2 ans. Ah ouais, peut-être que c'est 3 ans. Je pense que c'est 3. Je sais pas. C'est passé. Disons que c'est passé très vite. C'est passé très vite. C'était des années merveilleuses. C'était d'ailleurs les plus belles années de ma vie. C'était sympa. C'était magnifique. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as aimé? J'ai rencontré beaucoup de nouvelles personnes, des gens très bien, beaucoup de mes amis qui sont encore mes amis aujourd'hui. Et bon, c'est un petit peu la vie rêvée de tout étudiant. Arrivé en Israël à l'université, j'habitais à l'intérieur de l'université dans les Méonotes. Donc c'était une ambiance qui était vraiment magique. C'était une ambiance sympa. Bon, alors, tu finis ton diplôme, mais il faut dire que pendant ce diplôme-là, les études, c'était pas aussi intensif que la prépa HEC. Exactement. Et ça te laissait beaucoup de temps libre et c'est pas le genre de la maison de ne rien faire pendant le temps libre. Donc, tu t'es cherché une autre activité. En réalité, c'est que quand on sort de prépa HEC, on est un petit peu comme un robot. On doit travailler 24 heures sur 24. Vraiment, je rigole pas quand je dis ça. C'est que même si on avait 5 minutes de temps libre, il fallait être avec un livre d'histoire, essayer d'apprendre le maximum de culture générale. Donc, si vous voulez, on était devenus un petit peu des robots. Et arriver en Israël, c'est
tout le contraire. Tout l'inverse. C'est tout l'inverse. On finit l'école à 1h de l'après-midi et les élèves sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils sont plus sur les pelouses que sur Exactement. Donc au début, c'était très sympa. Au début, j'ai beaucoup apprécié. C'est là où je me suis fait beaucoup d'amis et j'ai rencontré beaucoup de nouvelles personnes. Mais au bout d'un certain moment, il fallait que je fasse quelque chose d'autre de ma vie. Donc c'est là où j'ai un petit peu bifurqué dans une nouvelle voie. Alors, une nouvelle voie qui n'était pas du tout prédestinée. Tu t'es lancé dans la joaillerie. Tu as même été passer un diplôme de gémologue à la Bourse du Diamant de Ramat Gan. Exactement. Bon, pour la petite anecdote, c'est important de le rappeler. C'est en voulant offrir un cadeau à ma femme, en lui faisant son prénom en diamant, que j'ai fait appel à quelqu'un que je connaissais très bien, qui s'appelle Daniel. Et donc, c'est lui qui m'avait préparé ce collier et j'avais trouvé ça juste merveilleux ce qu'il m'avait fait. Donc, je lui avais demandé, Daniel, s'il te plaît, il faut absolument que tu me conseilles. Où est-ce que je peux apprendre ce que tu fais? J'adore ton métier, je trouve ça vraiment merveilleux. Et il m'a dit, déjà, commence par étudier la gémologie. C'est ce que tu as fait. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est lui qui m'a emmené. Bon, alors, il faut dire que, comme on dit, la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. Et c'est vrai que cet amour, on va dire, cette fascination pour les bijoux, les diamants te vient de ta maman. Parce que toi, a priori non, on se demande quel rapport, mais c'est vrai que tu avais une maman qui adorait les bijoux. Ma mère, elle adore les bijoux. Ok. Alors donc donc ça t'a, on va dire, tu t'es dit pourquoi pas. Mais de là à en faire son métier, il y a quand même un pas. Au début, c'était pas du tout pour devenir mon métier. Au début, c'était juste pour combler un petit peu le temps perdu, le trou que j'avais. Donc, j'ai fait mes études dans cette école. J'ai eu mon diplôme de gémologie après 6 mois. Et bon, j'ai trouvé ça vraiment très, très passionnant. Donc, je me suis, si vous voulez, entre guillemets, autoproclamé diamantaire, bijoutier auprès de ma famille, de mes amis. Et voilà. Alors c'est assez intéressant quand même parce que on dit que le monde du diamant, le monde des joailliers, c'est un monde très fermé. On fait ce métier de père en fils en général, et si on ne connaît personne, on a très peu de chances de percer dans ce métier-là qui marche quand même beaucoup à la confiance. Je suis tombé face à ce problème-là, c'est que après avoir eu mon diplôme, j'ai voulu essayer de travailler dans un bureau à la Bourse du Diamant, où clairement on m'a fermé les portes parce que je n'étais pas le fils d'eux, on ne me connaissait pas. Bon, ce qui est tout à fait logique parce que quand vous rentrez dans un bureau à l'intérieur de la Bourse du Diamant, il y a des montagnes de diamants, on parle en millions de dollars, donc c'est un peu normal. Il faut beaucoup de confiance. Voilà, c'est un peu normal qu'on ne va pas laisser rentrer n'importe qui à l'intérieur parce que bon, c'est un peu risqué quand même. Ouais, ok. Donc tu t'es heurté à cette fin de non-recevoir. Tu as dit non, on t'aime bien, mais tu peux pas travailler avec nous, donc tu t'es lancé tout seul. Exactement. J'ai commencé, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me suis autoproclamé auprès de ma famille et de mes amis en tant que bijoutier. Ils ont dû être vraiment très surpris. Oui, oui. Au début, ils s'attendaient pas à ce que je leur sorte des très belles pièces, mais bon, grâce à Dieu, je me suis bien débrouillé et j'ai commencé à me faire connaître auprès des bijoutiers qui étaient déjà présents à la Bourse du Diamant. De Ramat Gan. De Ramat Gan. Et j'ai essayé de trouver un petit peu le fabricant le moins cher pour essayer d'être le plus attractif, et jusqu'à ce que je tombe sur une personne de confiance qui était devenue un petit peu mon fournisseur officiel, et j'ai commencé à travailler avec lui. Pendant combien de temps? Pendant à peu près plus d'1 an et demi, 2 ans. Bon, il faut préciser que ce conte de fées qui démarre comme ça a viré un peu au cauchemar parce que une fois que vous étiez vraiment en confiance tous les deux, il a vu ton potentiel, il a vu tes connexions, il a profité un peu de ta jeunesse, parce qu'il faut dire que tu n'avais que 21 ans, pour te monter une petite arnaque qui t'a mis un peu à terre. Exactement. Je dois développer? Tu peux. Hein. Alors c'est comme tu veux, tu dis ce que tu veux. Non, il n'y a pas de problème. C'est vrai en 2 mots, il a vu que, voilà, comme vous avez dit, il y avait un certain potentiel, un petit jeune français qui débarque de nulle part. Et j'ai commencé il a vu que j'arrivais à vendre pas mal de bijoux à des prix un petit peu assez importants. Donc, au bout d'un certain moment, il a commencé à me demander si je voulais bien devenir son associé, en lui rachetant 50% des parts de sa bijouterie, ce que j'ai fait.
avec l'argent que tu as réfléchi quand même, hein, tu l'as pas fait. Non, bien évidemment, j'ai pris conseil auprès de mes parents. Mais il t'a mis beaucoup de pression pour le faire. Au début, non. Au début, il m'a demandé. Au début, la première partie, c'est qu'il m'avait simplement demandé. Moi, au contraire, ça m'avait fait tilt et c'était juste la veille de mon mariage. Donc, j'ai dit, c'est peut-être l'occasion. Voilà, Hachem, il m'envoie l'occasion de pouvoir trouver un métier et de construire ma vie en Israël. Donc, au début. Qui était vrai en même temps. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, tout est pour les bonnes choses. Le bien. Voilà. Okay. Donc, j'ai racheté 50% de ses parts. J'ai commencé à travailler avec lui. Au milieu de cette période-là, je me suis marié avec ma femme. Et voilà que les choses ont tourné un petit peu différemment. C'est qu'au bout d'un certain moment, il a viré de bord, ce monsieur, cet Israélien a viré de bord. Et du jour au lendemain, il est venu me voir en me disant qu'il fallait absolument qu'il revende ses 50% restants. Il était obligé de sortir de la société. Moi, je comprenais pas au début pourquoi. Et voilà que au fur et à mesure, il a commencé à me mettre la pression parce qu'il fallait absolument sortir. Dans la précipitation et dans l'innocence, j'ai pris conseil auprès de mon père qui m'a dit que c'était peut-être l'occasion de devenir le seul balabaï de la société, que j'avais pas besoin de le seul patron. Sans associé. Maintenant, le problème c'est que avec des employés, une grande bijouterie, à gérer tout ça tout seul, c'était une grande 5 employés je crois, 100 mètres carrés. Exactement, c'était une grande bijouterie avec 5 employés à l'intérieur, c'était trop compliqué à gérer pour quelqu'un qui venait à peine de commencer. Donc j'ai pris peur, mais bon, avec l'aval de mes parents, ils m'ont dit vas-y fonce, c'est l'occasion d'y aller. Donc vous avez racheté ses parts, vous avez investi tout votre argent, vos cadeaux de mariage. J'ai pris tout l'argent que j'avais reçu à mon mariage et j'ai pris un crédit en plus pour pouvoir lui payer ses 50% restants. Et voilà que les choses sont très mal tournées. Avec le temps, le comptable m'a annoncé que toute la marchandise que je lui avais payée pour acheter ses parts, elle n'était pas payée. Ouais. C'était là toute la combine qu'il avait fait derrière mon dos, c'est qu'il fallait que je lui paye et sa partie à lui et également tous les fournisseurs qui nous avaient donné la marchandise à l'intérieur du magasin qui n'étaient pas encore payés. Donc toi, en fait, tu continues à travailler, mais en fait, tu n'avais pas de salaire, tu payais simplement la marchandise et ça a duré pendant 2 ans et demi. Pendant 2 ans et demi, il fallait juste que j'arrive à maintenir le bateau en place et payer mes employés. Mais ça a dû être très dur. Très dur. J'ai passé 2 années de ma vie qui étaient insupportables. J'ai vu tout noir. Ouais. Tu travaillais beaucoup, 24 heures sur 24 ? Tout le temps sous pression. Il fallait vendre, il fallait absolument vendre. En plus, j'avais que de la clientèle de passage qui était de la clientèle israélienne. C'est difficile. Très difficile, honnêtement très difficile. Mais bon, ça négocie sec ? Ça négocie trop. Ça laisse rien. Ouais, c'était difficile. Ça laisse rien. Non, c'était vraiment très difficile. Mais bon, comme je dis aujourd'hui avec beaucoup de recul, je dis vraiment à Kol et Tova, Hachem il fait jamais les choses pour rien. Parce que sans être passé par cette période-là de ma vie, j'aurais pas pu être ce que je suis aujourd'hui. Bien, c'est sûr. Et rencontrer de nouvelles personnes. Donc au bout de 2 ans et demi, tu fermes la boutique. Donc tu te retrouves un peu libéré. T'es libéré, mais t'es un peu désœuvré malgré tout. Oui, bien sûr, désœuvré et beaucoup très déçu, on va dire, très déçu de cette épreuve par laquelle je venais de passer, mais surtout libéré de ce poids, de ces charges que j'avais sur la tête, parce que vous savez, le matin quand vous vous levez et que vous savez que le compteur il tourne, il y a le loyer à payer, là, il y a les charges, les employés. C'est très difficile de regarder devant soi. C'est très compliqué. De se lever avec des charges comme ça, très importantes dès le matin, c'est très compliqué. Donc, quand j'ai fermé le magasin... C'était un soulagement. Vraiment, un grand soulagement. Alors, ça vous a permis aussi de découvrir que les gens qui composent et qui travaillent à la Bourse du Diamant sont assez exceptionnels. Oui, il n'y a pas que des mauvaises personnes. Voilà. Tant mieux. Heureusement pour nous, il n'y a pas que des mauvaises personnes. Je suis tombé sur une personne en particulier. Mais vous avez été aidé quand même, pas une seule. Il y a des gens qui vous ont tendu des mains. J'ai eu beaucoup de fournisseurs qui ont entendu parler de mon histoire, donc ils ont eu beaucoup de peine. Ils sont venus me voir en me disant voilà, Rudy, prends de la marchandise, on a confiance en toi, travaille, essaye de faire rentrer de l'argent, tu nous payeras au fur et à mesure. Ça, c'est évident. Ça, je les remercie encore aujourd'hui. Je travaille encore avec eux. Mais disons qu'il y en a un qui est sorti vraiment du lot, qui est vraiment venu m'aider. Même il m'avait proposé de l'argent pour pouvoir payer tout ce que je devais. Et il s'appelle Avi, c'est un Israélien, Grozini d'ailleurs. Okay. Mais même si d'apparence il paraissent très froid. C'est le tsaba, c'est ça, dehors ça pique. Mais voilà, dedans, exactement, mais dedans c'était un vrai bonbon. Donc je le remercie encore aujourd'hui parce que grâce à lui, il m'a présenté quelqu'un de sa famille qui est un grand fournisseur et j'ai commencé à travailler avec lui. Moi, il s'est porté garant pour moi. Il s'est porté vraiment garant alors qu'il me connaît
ni d'Adam ni d'Ève. Enfin, il me connaissait comme ça, mais il a vu que j'étais sérieux. Mais voilà, c'est pas quelqu'un de ma famille. Vous auriez pu vous sauver, partir en France. Exactement. Et puis, vraiment, il avait aucune garantie sur moi. Donc, il s'est porté garant pour moi. Et il vous a permis de redémarrer. Complètement. Et ça m'a reboosté complètement. Alors, aujourd'hui, vous avez un petit atelier qui marche très bien, où vous créez carrément des bijoux, vous les dessinez à la demande. Vous faites plein de choses très très belles. Dommage, on n'a pas d'image, mais c'est vraiment très joli, très réussi. Vos clients sont francophones, en gros, en à France, 100%. ici, en 100%. D'accord. En Europe aussi, vous en avez? Pas qu'en Israël? Non, pas qu'en Israël. Non, bien sûr, la majorité, c'est Israël et Paris. Mais c'est que la clientèle francophone. Après, bien évidemment, j'ai des clients aussi qui viennent soit des États-Unis, mais bon, c'est 2-3 personnes par-ci, par-là. Mais la majorité, c'est France et Israël. Ouais, bon, alors, un parcours un peu chaotique, mais finalement, ça finit bien. Et sans regret ce métier? Pas du tout, au contraire. C'est un chouette métier? C'est un métier que je conseille à beaucoup de personnes, mais d'un côté je le conseille parce que c'est un très beau métier, mais d'un autre côté quand on m'appelle pour me demander conseil, je suis vraiment désolé d'avoir ces mots-là, mais sachez que si vous n'avez pas un entourage dans ce milieu-là, c'est un petit peu voué à l'échec parce que je vais pas leur raconter mon histoire dès le début, mais bon, disons qu'il faut s'accrocher très très fort et voilà. Mais bon, quand on s'accroche comme vous, ça marche. Je pense que au Hachem, il y a eu beaucoup de chance. Le facteur chance est important. Ouais, très important. Parce que normalement, j'aurais pu vite disparaître. Voilà. Normalement, les choses auraient dû être que j'aurais dû partir complètement de ce métier-là. Ouais, mais bon, Hachem, il a fait bien les choses. Ok. Bon, alors on vous souhaite de bien continuer. Merci en fait, beaucoup. Voilà, de vous développer encore, de profiter de ce qui vous arrive. Merci. Ouais, j'imagine que c'est toujours intéressant de faire ce que vous faites parce que vous aimez votre métier et ça se voit d'ailleurs. Exact. Ouais. Bon, alors d'autres projets ou pas? Se développer, continuer, essayer d'augmenter le maximum ma clientèle. Et puis Israël, j'imagine que c'est sans regret? Non, pas du tout, au contraire, c'est une bénédiction. C'est vrai? C'est le pays du miracle ici. Pays du miracle. Tous les jours, dès que je me lève, je sais qu'il y a un miracle qui va se produire, donc il n'y a rien à regretter, au contraire. Bon, alors, que du remerciement. On va juste dire merci maman. Merci maman, merci à Dieu et merci surtout à mon père aussi. Bon, ok. Mais en tout cas, bonne continuation. Merci d'être venu nous raconter votre parcours. Mais oui, les alias, c'est pas forcément toujours tout rose, mais ça finit bien en général. Voilà, quand on s'accroche, ça marche. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. Ciao. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.